I would like a show of hands. J'aimerais vous demander de lever la main. Qui ici a entendu parler de Hakim Al-Arabi? Hakim Al-Arabi. Formidable. Combien d'entre vous avez participé à la campagne ou connaissez la campagne au premier trimestre pour contribuer à sa libération de Thaïlande? Donc, Hakim et Craig Foster était un ressortissant d'Australie et Hakim vont nous faire part de ce qui s'est passé en Thaïlande. Nous sommes très heureux de votre présence. Je voudrais remercier nos amis du Football Victoria et d'avoir fait en sorte que Hakim et Craig soient présents ici. Merci de cette invitation ici. Ça me semble presque irréel qu'être ici 12 mois après que Hakim Al-Arabi ait été arrêté sur le tarmac de l'aéroport de Bangkok. Derrière chaque politique, derrière chaque déclaration, derrière ce mouvement, il y a des gens dont les droits sont violés, des êtres humains réels et qui passent des épreuves terribles. C'est la preuve de la force de ce mouvement, c'est la preuve du pouvoir du peuple. Hello, Hakim. Oui, je suis un petit peu nerveux. Ce n'est pas la première fois cette année. Il y a beaucoup d'amour pour lui ici, pour vous ici. Il y a beaucoup de gens qui ont participé à votre campagne pour votre libération. Je voudrais expliquer d'où vous venez, pourquoi vous êtes retrouvé dans cette situation et l'importance de l'intervention de cette aide. Donc, on va revenir à Bahreïn. Vous étiez un jeune joueur. Vous avez été arrêté, incarcéré plusieurs fois. Expliquez-nous pourquoi. En 2010, j'avais 16 ans. J'ai rejoint l'équipe nationale de Bahreïn. Je me suis rendu à Koweït au mois d'octobre ou de novembre. Il y a eu un match Koweït. J'étais très heureux d'être avec ma famille. Je pensais que ma famille serait heureuse pour moi. J'ai embarqué à 12 heures. Ma sœur et mon jeune frère dormaient. Depuis que je suis arrivée, ma mère était à l'intérieur. Et au bout de 2 heures, j'ai entendu quelqu'un ouvrir la porte. Ils recherchaient mon frère. Ils ont cassé la porte pour entrer. La police est rentrée. Ils m'ont dit, où est ton frère? J'ai dit à ma mère. Ils ont demandé à ma mère où était son fils. Ils ne l'ont pas trouvé. Ils m'ont amené en prison parce qu'ils n'ont pas trouvé mon frère. Je suis restée pendant 6 mois pour aucune raison, sans aucune raison. Ensuite, ils m'ont libérée en 2011, pendant le printemps arabe, lorsque je suis sortie. Je suis retournée vers le sport parce que c'était mon rêve. J'ai rejoint l'équipe nationale au bout de quelques mois. J'ai voyagé avec l'équipe dans le monde entier.
Un avenir, un bel avenir s'ouvrait à moi. En 2013, le mois de mon anniversaire, j'allais chez des amis pour fêter mon anniversaire. Vers minuit, à 1 heure, nous avons été arrêtés. Ils ont demandé notre pièce d'identité, j'en avais pas. Ils m'ont amené à la station de police. Ils ne savaient pas qui j'étais. Et des officiers de police savaient que j'étais Hakim Al-Arabi de l'équipe nationale. Je suis chiite. Ils m'ont amené à une autre prison à Bahreïn. Ils m'ont amené dans une autre prison. Ils ont commencé à me torturer pendant 5 heures, sans raison. Je leur ai demandé pourquoi ils me torturaient. Ils m'ont dit, ils n'ont rien dit. Ils ont parlé de ma religion. Vous êtes chiite, tu es chiite, on te hait, et on ne veut pas que tu joues au football. C'était très dur. Pendant combien de temps avez-vous été emprisonné à cette occasion? 3 mois environ. Ils m'ont dit que j'avais attaqué un commissariat de police à Bahreïn. Au bout de 3 mois, j'ai été devant un tribunal, devant un juge. J'ai dit à la télévision que je ne savais pas pourquoi on m'avait arrêté. Le juge m'a libéré, pardon. J'ai recommencé à jouer au football. Je me suis entraîné. J'étais très jeune. J'avais un grand avenir devant moi. Avec l'équipe nationale de Bahreïn, encore une fois, m'a réintégré. Au bout d'1 an, j'étais au Qatar. J'ai reçu un appel de ma famille. Hakim, tu as été condamné à 10 ans de prison à cause de ce qui s'est passé en 2012. Donc j'ai décidé de ne pas retourner au Bahreïn. Alors c'était à cause d'un acte, vous étiez accusé de vandalisme sur un commissariat de police. Qu'est-ce que vous faisiez à l'époque? Lorsqu'ils m'ont torturé, au bout de 5 heures, ils m'ont dit tu as attaqué le commissariat de police. Ils m'ont dit non, je suis un joueur de football. Vous pouvez vérifier. Mais il est parti. Je lui ai dit allez vérifier. Il est parti vérifier. Il n'est jamais revenu. Un autre est venu. Il m'a battu. Moi, on m'a répété tu as attaqué ce commissariat. Mais de toute façon, il me torturait. J'avais 18 ans. Vous avez décidé qu'il fallait fuir, vu la manière dont vous aviez été traité. Vous êtes devenu un demandeur d'asile, un réfugié. Le juge m'a libéré. Il était différent du juge qui m'avait inculpé. Celui-ci faisait partie de la famille royale du Bahreïn. Donc j'ai décidé d'aller dans un autre pays. Je suis allée en Malaisie et en Thaïlande. Je voulais simplement continuer à jouer au foot et à étudier. Au bout de quelques mois, je suis allée en Australie pour jouer au football. Je suis allée en Australie. Et pendant quelques mois, et au bout de quelques mois, j'ai fait une demande d'asile. Alors, il y a eu un appel
Il y a eu des appels à ce qu'il y ait une reddition de comptes, des enquêtes pour des violences contre des sportifs. Il y avait 150 sportifs. Et ça a été refusé. Ce n'est pas uniquement les athlètes. Il y a un grand nombre de personnes, des médecins, des athlètes, des ingénieurs, tous ceux qui s'opposent au gouvernement, qui s'opposent d'une quelque manière que ce soit au gouvernement, ont été arrêtés. Je ne veux pas revenir à Bahreïn dans l'avenir. Le gouvernement ne respecte pas le droit des peuples. C'est la raison pour laquelle je veux rester en Australie. Quelques jours plus tard, années plus tard, vous étiez en Australie. Pendant les élections présidentielles, vous êtes exprimé. De quoi s'agit-il? En 2016, lorsque le chef Salman s'est présenté pour devenir président, les médias se sont tournés vers moi. Moi, j'ai dit, le chef Salman fait partie de la famille du roi de Bahreïn et il ne mérite pas d'être président ou représentant de la FIFA parce qu'il n'a jamais protégé les athlètes au Bahreïn. Il ne mérite pas d'être président de la FIFA. Et le gouvernement du Bahreïn était en colère contre moi. Alors ensuite, vous êtes allé en voyage de noces à Bangkok. Vous avez été arrêté sur le tarmac. En août 2018, avec ma femme, nous avons décidé d'aller en voyage de noces. Le 27 novembre, nous avons pris un vol. Lorsqu'on est arrivé, il y avait des officiers de police qui m'attendaient. Ils m'ont montré une photo de moi lorsque j'étais plus jeune. Ils m'ont amené en détention à l'aéroport de Bangkok, moi-même et mon épouse. Vous étiez dans la prison de Bangkok. Oui, c'était très difficile pour moi. Il y avait un grand nombre de personnes dans la même salle, 45 personnes. J'avais juste 1 mètre d'espace. Nous sommes restés 18 heures sans nourriture. Nous avions juste le droit d'avoir de l'eau. 7 heures à l'extérieur. Pendant ces 16 heures, j'ai recherché ma femme. J'ai été torturée à Bahreïn et je me suis exprimée contre le gouvernement de Bahreïn et je pensais à mon épouse, je pensais qu'on allait me tuer et je me demandais comment mon épouse pourrait survivre. Donc, je suis allée en janvier, c'est la première fois que je vous ai vu dans le centre de détention préventive et j'ai commencé à tweeter et à faire signer des pétitions. Est-ce que vous avez le sentiment que le sport vous a aidé? Je suis très reconnaissant à l'égard de tous ceux qui se sont exprimés pour moi. J'espère que lorsque vous m'avez rencontré,
Vous m'avez montré que les footballeurs, les joueurs m'avaient appuyé. J'ai eu une lettre de mon épouse qui m'a dit qu'il fallait que je sois fort, que Craig t'aide. À la fin de la visite, j'étais très heureux lorsque je suis retournée dans la prison parce que j'ai compris que je reviendrais en Australie. Donc, le jour où je vous ai vu avec des menottes, vous avez été amené dans un bus jusqu'au tribunal. Parlez-moi de toute cette expérience. Quels étaient vos sentiments? Lorsque j'ai vu en prison que et on allait entraver mes jambes, j'ai pensé à ma mère, à ma femme, parce que ça faisait 2 mois que je n'avais pas de contact. Et je me suis dit elle me verrait à la télévision avec ses entraves. Et qu'allait-elle penser? Je suis sortie du bus, j'ai vu un grand nombre de journalistes autour de moi. J'ai vu des personnes que je connaissais. Je voulais transmettre un message à mon épouse, lui dire que je l'aimais et lui dire que j'étais fort. Lorsque je vous ai parlé en prison, ce dont vous vouliez parler, c'était du football. La manière, le fait que les gens en prison savaient que vous étiez un footballeur, que vous avez accordé non pas un traitement spécial, mais on vous voyait différemment parce que vous étiez un footballeur, et vous vouliez jouer au football en prison. Votre carrière était détruite à cause de ce qui s'était passé. Vous avez dit je joue à l'intérieur de la prison, mais je jouerai aussi à l'extérieur. J'ai le droit de jouer. Alors, parlez-nous de vos espoirs alors que vous étiez dans ces cellules de béton. Lorsque je vois un ballon, j'ai envie de jouer au football. Moi, j'ai grandi en jouant au football. En fait, l'appui qui m'a été apporté m'a sauvé. Je suis un footballeur. Les footballeurs se sont associés au monde des droits de l'homme et ensemble, ils m'ont libéré de cette prison thaïlandaise. C'est très important pour moi et pour les enfants dans l'avenir. Cela est important pour vous, pour moi. Nous voulons aider ceux qui vous ont aidé. Et je voudrais souligner à quel point il était important que le monde du sport se mobilise pour vous. Et j'ai eu une aide de la part de Rolifala Gabigreneka, Georgia Kilene, capitaine de l'équipe italienne. Quel est votre message à ces grands joueurs du monde? Je vous ai dit, quels sont les footballeurs que vous aimez le plus? Je vais essayer de les contacter parce que s'ils vous aident, ce sera important pour vous. Quel message pour les grands footballeurs, les athlètes du monde? Tout d'abord, je voudrais remercier tous les footballeurs qui se sont mobilisés pour moi, qui m'ont aidé à sortir de prison.
Moi, j'ai dit, peu importe ce que l'on pense de moi au Bahreïn, il y a partout dans le monde des gens qui m'aident. Il faut que les footballeurs continuent à aider les gens comme moi ou comme quiconque qui se retrouve dans des situations semblables. J'ai vu Sergio Ramos qui aide des enfants au Yémen. C'est très important. Le football est un des sports les plus populaires du monde. Il est important que les footballeurs se mobilisent pour des gens, puisque les gens les soutiennent. Vous êtes très courageux de raconter votre histoire partout dans le monde, y compris ici. Mais ce n'est pas terminé. Il faut que les gens comprennent qu'au fait que vous êtes arrivé au mois de février, vous êtes arrivé à Melbourne, que des gens vous ont aidé, qu'on a célébré votre libération. Bien que vous soyez un symbole de ce que l'on peut faire, les choses ne sont pas terminées pour vous. Oui, je continue à avoir peur de ce que peut faire le gouvernement du Bahreïn. Même lorsque je suis arrivée en Suisse, au moment où j'ai remis mon passeport à la frontière, j'ai eu peur qu'on le garde, qu'on m'arrête. J'ai toujours peur pour l'avenir. En Australie aussi, ils peuvent envoyer des gens pour me tuer parce que mon histoire devient très connue dans le monde. Ils n'aiment pas beaucoup que l'on s'exprime contre eux. Votre épouse était un élément moteur de cette campagne. Qu'est-ce que cela a eu d'effet quel effet cela a-t-il eu sur votre vie? Et où en est votre carrière? J'essaie de jouer, de recommencer à jouer au football au plus haut niveau. Vous travaillez maintenant en Australie avec Football Victoria. Je raconte mon histoire partout en Europe et j'essaye d'aider les réfugiés qui, comme moi, arrivent en Australie. Je veux les aider à s'installer en Australie. Vous avez été torturé, mis en prison. Vous devez maintenant reconstituer votre carrière. Vous êtes aussi un ambassadeur pour les droits de l'homme, un défenseur des droits de l'homme. Vous parlez pour votre peuple et pour le football, pour qu'il y ait une meilleure gouvernance dans le monde. Et maintenant, vous aidez les enfants en Australie. Je pense que vous méritez des applaudissements. Thank you very much. Merci beaucoup. Nous pourrions peut-être tirer quelques enseignements, mais il y a une question posée par une des jeunes. Nous souhaitons que les jeunes posent des questions. Un des jeunes, dans le cadre de cette enquête, a posé une question. Que serait votre conseil à d'autres athlètes professionnels qui souffrent, qui connaîtraient la même expérience que vous dans leur pays? Tout d'abord, je voudrais m'adresser à tous les sportifs. Il faut se concentrer sur votre rêve. Si vous êtes en danger dans votre pays, quittez ce pays, allez ailleurs, mais continuez à jouer au football.
Ne restez pas chez vous comme moi. On m'a arrêté au Bahreïn. J'ai continué à jouer au football. Et j'ai même joué dans l'équipe nationale de Bahreïn. J'ai grandi avec le football. J'avais un avenir brillant. Si je n'étais pas, si je n'avais pas vécu au Bahreïn, maintenant, je jouerais probablement avec les plus grands footballeurs. Merci. J'ai larmes aux yeux parce que j'ai vu les gens se lever pour moi ici. Merci de votre aide. Mon histoire est importante pour les enfants, pour vous, pour moi, pour tout le monde. Merci. So, Craig Craig and Hakeem, what et Hakim, lessons quel do you enseignement feel? I mean, I know at the center, peut-on tirer? we talked a lot after because we were very active, and we said, what do we learn? Because we Qu'avez-vous mobilized in appris? collective action. I Vous think avez we learned a mobilisé lot les gens from dans you, une and action what do collective. you think are the lessons Quels that sont we les learned enseignements que l'on from peut tirer this case? de cette expérience? Il y en a un grand nombre. Le plus important, c'est l'importance que le monde du sport comprenne que ce dont on a parlé ces derniers jours, c'était des politiques générales, mais ce qui est important, ce sont les êtres humains. Le Centre pour le sport et les droits de l'homme a fait un travail formidable. L'Alliance a été formidable. Il y a eu un mouvement au niveau des droits de l'homme pour aider Hakim. Je n'étais pas au courant, mais j'étais connecté très rapidement. Ils peuvent se mobiliser rapidement. Cela nous a permis d'aller à un niveau diplomatique qu'on n'aurait pas pu atteindre autrement. Une des raisons pour lesquelles nous sommes ici, c'est pour dire que vous faites un travail extraordinaire. Il faut continuer. Il a fallu insister. Et comme le sport, c'est comme ailleurs, c'est profondément politique. Il faut insister. Il a fallu insister pour que l'on agisse pour Hakim. Et j'espère que dans l'avenir, on pourra agir plus rapidement et plus efficacement au niveau du sport, parce que la vie de certaines personnes en dépend. La communauté de football agit d'une manière formidable. Pendant la prison préventive, quelque chose comme 15 gouvernements et la FIFA étaient présents dans la salle. Effectivement, ils sont venus à l'audience. C'était très important. Il a également rencontré l'ambassadeur Alan McKillen à Bangkok, ce qui a été très important. Lorsque la FIFA fait un geste, et il a fallu du temps, comme c'est le cas pour beaucoup d'organisations sportives, les choses fonctionnent et ça a été un moment tout à fait essentiel. À l'avenir, j'espère que cela se produira immédiatement. C'est un travail en cours. Nous devons nous assurer que cela se produise et c'est pourquoi il est important des témoignages comme le sien de le voir. Car lorsque des gens rencontrent des problèmes, il faut qu'ils bénéficient d'une aide immédiate. Il nous faut davantage d'action, davantage d'activisme. Ceux qui l'ont fait ont tout notre respect et notre gratitude, mais il faut en faire davantage. Il faut que le sport soit à l'aise avec l'idée d'athlètes qui portent plainte, car évidemment, il y a pas mal de pierres d'achoppement. D'autre part, en tant qu'ancien président d'une association de football professionnel en Australie, je pense que nous devons accepter nos responsabilités dans le football en particulier. Notre responsabilité est les organes de gouvernance doivent être tenus pour responsables. Le président de l'IFC, par exemple, s'est récusé de l'affaire après 61 jours. Quelques jours avant, j'étais à Bangkok et au 60e jour, la demande d'extradition d'Hakim a été soumise.
Le lendemain, il s'est récusé en disant « Écoutez, je n'ai rien à voir avec la partie occidentale de l'Asie ». Un commentaire est formulé hors micro, les interprètes ne peuvent l'interpréter. Tout à fait. Ma question est quelles sont les ramifications, quelles sont les incidences lorsque des représentants sportifs disent que ce n'est pas acceptable, lorsque d'aucuns disent que les droits de l'homme sont importants dans le domaine sportif, et j'ai bon espoir que l'organe mondial du football reprendra cette question. Il y a eu des élections et les gens qui ont fait obstruction à l'affaire de Hakim ont été élus à des postes élevés de l'IFC. Ça ne devrait plus se reproduire à l'avenir. D'autre part, nous avons passé l'année dernière à nous rendre en Australie, mais également ailleurs, pour expliquer que les gens ont besoin d'aide. Hakim était réfugié, il a rencontré le Premier ministre, aujourd'hui il est citoyen australien, et nous sommes très heureux de le compter parmi nous, mais nous aimerions beaucoup qu'il y ait des réfugiés demandeurs d'asile qui n'ont pas l'avantage de jouer au football, et que la communauté internationale les défende également dans le cadre d'un mouvement axé autour du sport et des droits de l'homme. Nous avons un problème en particulier en Australie, et ce que nous disons à nos concitoyens, c'est que tous les réfugiés sont comme Hakim. Le fait qu'ils jouent du football ne le rend en rien différent des autres. Nous avons un des réfugiés les plus connus de la salle, Aziz, Abdulaziz Mohamed. Aziz est bien connu en Australie et profondément respecté. Il a passé 6 ans en détention. Le lien est très important ici. Il n'y a pas de différence entre ces deux personnes. Vous voyez, au cours de la campagne, alors qu'il était en détention sur l'île dans laquelle on place en détention les demandeurs d'asile en Australie, il a réussi à trouver un téléphone et envoyer des tweets pour appuyer son camarade. Nous nous sommes engagés à apporter notre aide et au final, c'est ça la puissance du sport. La puissance du sport peut vraiment reformer le monde de manière positive, et les gens qui gèrent la FIFA et d'autres organisations dans le cadre du hockey, du cyclisme, que sais-je, sont responsables de cela, car ces personnes sont les athlètes, et c'est bien ce dont on parle. Enfin, nous nous disions qu'il serait peut-être bon de demander à Mary Robinson, la présidente de Sporting and Human Rights, intervenir. Il a quelques cadeaux pour la remercier, un T-shirt, par exemple. Ce T-shirt est devenu le symbole de la campagne. Nous espérons que Et ici, il s'agit du livre que nous avons co-rédigé pour que la puissance du sport puisse retentir, y compris au niveau des demandeurs d'asile. Merci à Harvey, merci à Mary, merci à tous ceux qui ont aidé dans cette salle. Vous avez toute notre gratitude. Merci. Merci Craig, merci Hakim. Merci Craig, merci Hakim. C'est une grande chance que de vous avoir parmi nous.